Salut Khan McTavish. Après les Mohicans et les Tromelins, je te mets tout ça dans les fiches comme d'habitude, on repart dans l'histoire des Séminoles. Dans les épisodes précédents, on a vu l'armée américaine prendre littéralement claque sur claque, changer de généraux comme de chemise, et les Séminoles maîtres de leur territoire. Et finalement, dans l'épisode 5, on s'est justement quitté sur un changement de général, avec la prise de commandement du général Jessup, qui enclenche un tournant majeur dans la guerre. Alors installe-toi bien confortablement parce que tu vas en avoir besoin. Aujourd'hui, tu vas mesurer le niveau olympique de pourriture de cet homme, et pour ça, il vaut mieux que tu sois assis. Allez, c'est parti. On est début janvier 1837. Jessup est en campagne et il a une chance de cocu ou un flair incroyable, mais il tombe sur le quartier général d'Osceola, qui n'est autre que le némésis de l'armée américaine à l'époque, Ils sont près de Great Cypress Swamp, qui est un peu le marais des grands cyprès, Et ce jour-là, il n'y a pas de combat. Jessup, il compte avec lui 10 000 soldats, dont des mercenaires Creeks. Côté Séminole, le camp il est vide, sans doute évacué en catastrophe avant l'arrivée des troupes. Alors il n'y a pas de bataille, mais c'est quand même une sacrée victoire pour Jessup, parce que la majeure partie des stocks de poudre noire du leader amérindien sont détruits. En plus, en y regardant de plus près, Jessup il comprend qu'ils proviennent tous de trafiquants cubains et sont acheminés par bateau. Le général Scott, il avait vu juste en envahissant la Floride par le sud. Tu vois un peu là, d'une part, la capacité des tribus dites primitives à s'organiser logistiquement, et d'autre part, la fourberie des pays concurrents aux USA, comme par exemple ici, l'Espagne. Le 27 janvier 1837, un détachement composé de soldats, de miliciens géorgiens et de Lower Creeks, c'est-à-dire, on va les appeler les méchants. Les Lower Creeks, je sais pas si tu te souviens, si t'as vu les vidéos d'avant, t'as pas d'excuses. Je l'ai rabâché au moins, sûrement 1040 fois ce truc. Pour les autres, c'est ceux qui ont vaincu les Upper Creeks traditionalistes, qui ont ensuite, eux, décidé de migrer en Floride pour devenir les Séminoles après la guerre des bâtons rouges. Tu vois, les bâtons rouges, tu te rappelles maintenant? Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Le détachement des méchants, il se présente devant un village séminole, le long de l'Achilostie Creek. Il n'y a pas de guerriers présents ce jour-là pour le défendre. Les soldats, ils lancent la charge et capturent entre 30 et 40 femmes et enfants. Ils s'approprient 100 poneys et 1400 têtes de bétail. Détruisez les maisons, prenez les femmes, les enfants et la nourriture, et vous obtiendrez d'un homme l'un de ces deux extrêmes. Une soumission totale ou la volonté de combattre jusqu'à la mort. Alors je sais pas toi, mais moi je crois que à la place des Séminoles à ce moment-là, j'aurais vraiment perdu mon âme. Je serais qu'un espèce de corps physique complètement enragé, tu vois, un peu à la Wolverine, fou furieux Et dans les deux cas, ça arrange les États-Unis qui cherchent à terminer cette guerre le plus vite possible par la soumission ou la destruction. Donc en fait, des hommes pleins de haine, ça les arrange. Tu te souviens quand je t'expliquais la structure politique des Séminoles? C'est pas un gouvernement central, et même si Osceola il a rassemblé beaucoup de monde, alors qu'il n'est pas vraiment un chef officiel, mais plus une sorte de leader spirituel, les tribus, elles sont autonomes. Si tu prends la série des Séminoles en cours, un petit rappel, ou si t'as oublié, les Séminoles, c'est une sorte de groupement de tribus sous l'égide d'une plus grosse. C'est pas comme la fédération des Iroquois, avec une grande loi de la paix qui lie un peu tout le monde, Les Séminoles, ils se rapprochent plus du modèle de la tribu Stockbridge-Munsee, dont feront partie les Mohicans. C'est un peu la même chose, mais à une échelle différente, Je sais pas si c'est clair, dis-moi dans les commentaires si tu veux une meilleure explication, je t'écrirai un truc, ce sera peut-être plus clair. Les tribus internes aux Séminoles, ils peuvent donc décider de signer des traités en leur nom, sans engager la nation séminole. Donc l'armée, elle va continuer son travail de sape, en rasant les villages, en capturant des civils et en détruisant les champs de maïs et les caches de nourriture. Finalement, seulement 2 mois après le début de cette stratégie, le 6 mars 1837, le traité de Fort Dade est signé par un groupe d'une dizaine de chefs, dont Micanopy. À bout de souffle, découragés et pour le bien des survivants de leurs tribus respectives, ils acceptent de signer ce traité qui est considéré par les Américains comme une capitulation. Même si, encore une fois, ce traité, il engage que les tribus qui le signent, pas les Séminoles au complet. Les Américains, grands seigneurs, ils promettent à Micanopy et les autres chefs qu'ils pourront partir vers l'ouest avec leurs esclaves noirs
sans que ceux-ci soient saisis. En réalité, très rapidement après la signature du traité, les planteurs blancs, ils viennent carrément s'emparer de leurs soi-disant propriétés dans certains villages séminoles. Faut voir la scène. C'est une sorte de deal informel passé entre Jesup d'un côté et les colons de l'autre. Le général Jesup, il échange en fait avec les colons le droit de pénétrer sur le territoire des Séminoles contre des otages. Alors que normalement, l'armée, elle est garante des frontières de la réserve. Une fois les otages en sa possession, au général, il accepte que les chasseurs d'esclaves déposent des recours en justice pour s'accaparer tous ceux qui ont des traits négroïdes. Donc dans le traité, les esclaves noirs, ils peuvent rester avec les Séminoles, pas de problème. Mais en coulisses, c'est toute une machinerie qui les remet au service des planteurs blancs. Mais les Séminoles, ils sont pas stupides, ils comprennent très vite le manège. Le général Jesup, craignant un revirement de Micanopy, ce qui serait à ce moment-là presque légitime, il ordonne aux soldats de mettre en détention un large groupe de Séminoles signataires. Non mais c'est fou, non? Tu signes la paix avec des gens, mais tu les fous en prison au cas où. En plus, je veux dire, c'est pas 3 ou 4 chefs ou 3 ou 4 Séminoles, c'est 700 Amérindiens qui sont retenus contre leur volonté. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Le temps de leur déportation dans un camp improvisé près de Fort Brooke. On imagine un peu les regrets qu'ont dû avoir certains chefs, dont Micanopy, qui se retrouvent trahis par les Américains. Le 2 juin 1837, soit 3 mois plus tard, Osceola et le chef Miccosukee approchent. Ils sont discrets. Aucun son n'est émis. Il est très tôt le matin. Les sources de cette attaque sont minces, vraiment très minces en fait. J'imagine que c'est pas une fierté de la part des USA, alors forcément, ils ont pas dû bien consigner l'événement, tu vois, 3 petits points. Je vais te montrer une carte de 1838, elle est pas très nette, mais on va essayer de comprendre ensemble la géographie des lieux. Ici, là, tu peux voir une zone qui représente un camp de prisonniers. Là, il s'agit d'une zone où les campements indiens pouvaient être installés en attendant probablement leur déportation. Il s'agit de 2 points potentiels qu'Osceola a sans doute visés. Peut-être les 2, peut-être un seul. Quoi qu'il en soit, le fort est au bord de la rivière Hillsborough et de la baie de Tampa. C'est un espace relativement plat, occupé par de nombreux bâtiments. La végétation avoisinante est principalement composée d'herbes hautes, les fameuses saugrasses. Mais autour de la rivière, les arbres et bosquets permettent une approche à couvert. Il est probable qu'ils aient exploité cette voie. Osceola et Abiaka approchent en file indienne. Osceola en tête de colonne. C'est 200 guerriers qui sont prêts à fondre sur le camp de détention. Ils éliminent sans coup de feu 2 sentinelles, puis s'avancent vers le camp de prisonniers. Une ronde de garde les surprend, mais avant qu'ils n'aient temps de lever leurs armes, le groupe de Séminoles ouvre le feu en poussant des cris terrifiants. Les soldats sont tous tués sur le coup. Le fort se met immédiatement en alerte, mais l'armée est en manœuvre, ailleurs en Floride. Personne ne peut gérer une attaque de cette envergure. Comme pendant l'attaque contre Wiley Thompson, le fort reste porte close. Et malgré quelques échanges de tirs, les Amérindiens prennent tranquillement position autour du camp de détention. La scène, elle est surréaliste. Imagine-toi, 200 hommes sont postés autour de la tente de Micanopy. Les Américains, ils le voient, mais ils sont impuissants. Osceola rentre dans la tente. L'étreinte est chaleureuse. Abiaka, qui suit Osceola, est aussi très bien reçu. Ils prennent le temps de parlementer. Osceola, il est déterminé à continuer le combat. Il est là pour convaincre Micanopy et les chefs séminoles de la trahison de l'Américain. Micanopy, il est tiraillé entre son engagement, sa parole donnée au général et la fidélité à son peuple. Finalement, Micanopy et les chefs sont touchés par le patriotisme sans limite et la force de conviction d'Osceola. Ils décident de le suivre, ils décident de reprendre le combat. Ce jour-là, les Américains y voient passer depuis le fort 700 Séminoles et une centaine d'esclaves africains qui s'évadent avec les 200 guerriers d'Osceola et d'Abiaka pour reprendre le combat contre les États-Unis. J'adore ce passage de l'histoire. Imagine les mecs sur les remparts du fort, la larme à l'œil, la chiasse qu'ils vont prendre par leurs supérieurs. Les Séminoles, ils ont perdu aucun homme pendant cette opération de sauvetage. L'autorité d'Osceola, déjà énorme pour un simple chef de guerre, elle s'accroît considérablement, ce qui lui permet de se déplacer et d'être accueilli n'importe où dans toute la Floride au sein des villages séminoles. Jesup, à plusieurs reprises, a trahi sa parole. Il est fourbe et prêt à tout. Il dira « Cette guerre est une guerre de Noirs, pas d'Indiens. Les Noirs manipulent les Indiens. » Jesup, il est fou de rage. Il vient d'être ridiculisé par l'évasion de Fort Brooke. Il vient de passer pour un imbécile en annonçant la fin de la guerre. Et ça me fait bien marrer ça d'ailleurs, parce qu'il a cru qu'il pouvait faire comme Andrew Jackson lors de la Première Guerre, qui s'était auto-déclaré victorieux. Sauf que là, non, mon coco, Jesup, là, c'est tous les Séminoles que tu combats.
Alors Jesup, il va se lancer dans le trafic d'esclaves. Alors ouais, t'as bien entendu, hein. Il promet aux Indiens d'affranchir les Noirs qui déserteraient les rangs d'Osceola. Mais en fait, il les vend dans la foulée. Comme c'est un boulot bien pourri, il le confie aux mercenaires Creeks, qui ne sont payés qu'à l'esclave vendu. Noir ou métis d'ailleurs, peu importe. Et puis comme diront d'autres plus tard, hein, un bon Indien est un Indien mort. Pour Jesup, les mercenaires Creeks, ils n'ont pas plus d'importance qu'une semelle de chaussures. Mais pas de chance pour le général, hein, la presse américaine va avoir vent de toute cette histoire. C'est un scandale, hein, l'opinion publique américaine, elle est révoltée. Hein. Un général américain qui agit avec un tel déshonneur, il ne peut pas rester en charge de cette campagne militaire, voyons. Pourtant, il continue. En septembre 1837, il capture le chef King Philip, avec 30 de ses guerriers. Alors rien à voir avec Metacomet, hein, le King Philip des Wampanoag, ça, c'est une autre histoire, encore plus épique que celle-là, avec une coalition de dingue contre les Américains. Mais on verra ça plus tard dans une autre série, si ça t'intéresse quoi. Puis c'est au tour de son fils, Wildcat. Alors je n'ai pas trop parlé, hein, mais c'est aussi avec son père une des figures importantes des Séminoles à cette époque. Ce qui choque surtout là, c'est la façon dont Wildcat a été capturé, sous drapeau blanc, alors qu'il demandait à voir son père incarcéré. Là on est vraiment loin de la Convention de Genève et du respect de l'adversaire. Hein. Il n'y a plus d'honneur, juste des chiffres et des résultats. Wildcat y retrouve donc son père, hein, mais en prison. Cette fois-ci, Jesup est en joie. Il continue sur sa lancée. Hein. En octobre 1837, Osceola entre en contact avec le général Hernandez. Il veut parlementer, hein, sans doute, peut-être négocier la libération de Wildcat et de son père, on ne sait pas trop. Un rendez-vous est fixé, mais Osceola, il veut pas d'escorte militaire pour les deux camps. Il se méfie de la fourberie de l'Américain et il dira cette phrase « L'Américain ne respecte ni les terres, ni les femmes et les enfants, ni les traités signés. Il n'a pas d'honneur. C'est une sauterelle qui mange tout et détruit tout. » Le jour de la rencontre est là, hein, Osceola, il arrive avec ses principaux chefs de guerre. Ils sont un peu moins d'une centaine et sont accompagnés de quelques otages blancs. Hernandez s'avance, laissant derrière lui son corps diplomatique. Face à Osceola, il regarde à droite, il regarde à gauche. Oui, c'est inversé pour toi. Soudain, 300 dragons, qui sont des soldats se déplaçant à cheval mais combattant à pied, surgissent de toutes parts. C'est incroyable qu'Osceola et ses hommes se soient fait prendre à un tel piège. Ils réagissent aussitôt, hein, portant la main aux armes, hein, mais la sidération est totale. Il n'y aura pas de combat ce jour-là. Jesup, qui venait d'ordonner à Hernandez de capturer Osceola et ses hommes, s'exécute. 95 Séminoles vont être enfermés dans les geôles de Fort Marion à Sainte-Augustine. Osceola, il est digne, hein, tandis que ses hommes forment une seule ligne en marche vers la ville de Sainte-Augustine, encadrée par une colonne de soldats de chaque côté. Lui est autorisé à avancer sur un cheval. Le chirurgien Jacob Mott dira que malgré une maladie le rongeant de toute évidence, hein, il régnait dans ses yeux un feu indomptable. Bon, c'est dur de te faire passer cet instant parce que j'ai pas le charisme d'un acteur hollywoodien, mais tel qu'il est décrit dans le bouquin Osceola and the Great Seminole War, on dirait un peu, si je pouvais faire une analogie, tu sais, un impérateur romain qui entrerait dans la ville éternelle après avoir vaincu la Gaule, quoi, tu vois, un peu cette idée-là, tu sais, sur son char, là, tu vois, très digne. Voilà, Osceola, c'est un peu ce qui faisait transparaître, quoi. C'est beau, c'est digne, mais c'est une catastrophe pour la résistance indienne. Ce jour est taché non pas du sang des hommes, mais de l'ignominie d'un seul, le général Jesup. Alors oui, tu vas me dire, à la guerre, seul le résultat compte, hein, le gagnant écrira l'histoire. Mais tu imagines qu'on se retrouve dans une société descendante des plus grands vainqueurs de l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce que ça fait de nous, ça? Je me le demande. Mais bon, je ferme la parenthèse, là ça va partir en cacahuète sinon. En tout cas, bonne nouvelle, hein, Jesup, il est traîné dans la boue par la presse américaine qui, entre-temps, a pris pour la capture d'Osceola sous drapeau blanc. L'Amérique puritaine, elle est absolument choquée, encore une fois, par le comportement misérable de ce général qui ne représente pas les valeurs du pays et va contre la tradition militaire. Au Congrès américain, c'est carrément une bataille juridique incroyable qui s'engage. Hein. Il y a autant de législateurs qui sont pour que de législateurs qui sont contre Jesup. Et aux yeux du public, l'incident, il a créé un martyr, Osceola, et un méchant, Jesup. Et quelques voix timides commencent à dire que finalement, ces Indiens ont gagné le droit de rester sur leur terre. Mais le président Andrew Jackson, lui, il détourne le regard. Hein, il a besoin de gens comme Jesup pour faire la sale besogne. Osceola, Wildcat, King Philip et John Horse, 4 des principaux leaders séminoles, sont en prison. Mais il reste encore Micanopy pour organiser la guérilla, alors Andrew Jackson, il va avoir l'idée d'utiliser des Indiens pour convaincre d'autres Indiens. Ça tombe bien, John Ross, le chef suprême des Cherokees, est à Washington pour parlementer sur les conditions de déportation de son peuple. Le président américain lui demande de rejoindre Jesup en Floride pour ensuite rencontrer les chefs séminoles et leur faire entendre raison. À contre-cœur, hein, John Ross, il accepte
et il part avec sa délégation de quelques Cherokees en direction de la Floride. Thomas Jesup, il nourrit une haine sans borne envers les Indiens, hein, je pense que tu l'as compris. Je sais pas s'il y a un mot plus fort que racisme, hein, mais s'il n'y en a pas, il faudrait le créer pour lui, quoi. Hein. C'est un peu un pourri, hein, tu vois, comme beaucoup de blancs bouffis d'orgueil à l'époque, en fait. Hein. Aussi, quand John Ross il arrive à Sainte-Augustine, hein, Jesup, il le traite comme un sous-homme. Il croit pas en sa mission, il lui accorde aucune escorte, aucun respect. C'est à peine s'il donne des rations alimentaires à sa bande, quoi. Jesup ne se rend pas disponible avant plusieurs jours, hein, pour finalement les autoriser à se rendre en territoire séminole, mais pas plus de 6 jours. Malgré tout, John Ross, hein, part le cœur plein d'espoir. Un peu avant, il a discuté avec Osceola, hein, qui est toujours en prison. Hein. L'homme est fatigué des combats, son peuple est malade, blessé et affamé. Faut pas oublier que c'est une véritable guerre d'usure que livre le général Jesup, hein, et que les Séminoles, ils sont en sous-nombre depuis le début. Les villages sont systématiquement détruits, certaines tribus acceptent la déportation, les caches alimentaires se font rares, de même que les munitions. Et malgré le manque de victoires d'ampleur, hein, les petites victoires américaines répétées suffisent à créer une véritable érosion du côté des Séminoles. Koa Hadjo, un des leaders emprisonnés à Fort Marion, accepte de faire office d'interprète et de guide pour la délégation Cherokee. Mais même comme ça, va débusquer des Séminoles, toi, au cœur des hammocks et des marais en 6 jours aller-retour. Je n'ai pas donné d'autres ordres que de sauver le canon. J'ai cru qu'il était plus important de sauver la vie d'un homme et d'en exposer 20 autres. Mauvais calcul, lieutenant. Et tu te souviens des galères de l'armée américaine dans les épisodes précédents ? Franchement, avec un tel timing, à quoi il s'attendait Jesup, si ce n'est à l'échec de la mission des Cherokees. Enfin, j'extrapole un peu, hein, mais est-ce qu'il cherchait pas l'anéantissement total des Séminoles à ce moment-là? Une solution pacifique, bah, c'est sûrement un problème pour lui, en fait. Hein. Une espèce d'épine dans le pied pour la gloire qu'il voulait en retirer, quoi. Enfin bref, les qualités de pisteur des Cherokees leur permettent néanmoins de retrouver la trace des Séminoles et assez rapidement de remonter jusqu'à Micanopy. Ils vont parlementer longtemps, hein, John Ross détaillant le combat des Cherokees, les pactes, hein, les différents pactes passés avec les États-Unis, et finalement il parvient à convaincre les chefs The Cloud et Micanopy de rentrer avec eux à Sainte-Augustine pour parlementer en fait, hein, avec le général et trouver un compromis. Après tout, c'est dans l'intérêt de tout le monde de stopper cette guerre, quoi. D'abord hésitants, ils acceptent, hein. 11 chefs et une trentaine de guerriers partent en direction de Fort Marion. La même journée, dans une cellule du fort, Osceola, dont la maladie s'aggrave de jour en jour, hein, demande une entrevue avec le général Jesup, qui accepte. Il ne parle pas de ses conditions de captivité, hein, mais demande simplement à faire venir sa famille. Jesup, voyant là un signe de soumission, il accepte et envoie des messagers. Les conditions de captivité de cet ancien fort en pierre espagnol, hein, qui est Fort Marion, sont excellentes, hein, d'après les livres que j'ai lus. Hein. Mais c'est pas non plus le Club Med. Hein. Des couvertures chaudes, des couches rembourrées avec du fourrage et de la nourriture en quantité suffisante, des temps de marche à l'intérieur du fort. Les Indiens, ils sont même autorisés à pratiquer des danses rituelles certaines nuits. On ne sait pas vraiment si Osceola y cherchait depuis le premier jour de captivité à échafauder un plan d'évasion et donc à donner le change, contrairement à Wildcat qui lui s'en est jamais caché. Ce qui est sûr, c'est qu'il souffre d'une angine purulente accompagnée de fortes fièvres et ça dure depuis avant sa capture et ça passe pas, quoi. Il encourage donc Wildcat et John Horse à s'évader sans lui, mais ils ne veulent pas le laisser en arrière. Osceola les convainc que pour lui, les combats sont terminés. Ses jours sont comptés. Cette maladie n'est pas comme celle qu'il a eue par le passé et il sent que son esprit quitte son corps. Résigné, Wildcat organise tout et l'évasion commence la nuit du 29 novembre. C'est sans doute grâce à un esclave noir sympathisant de la cause séminole qu'une petite lime a pu être introduite clandestinement. L'un des prisonniers tend l'oreille. Aucun bruit. Il regarde à droite, il regarde à gauche du couloir. Personne. Il sort alors la petite lime de sa cachette. Le plus fort des hommes se positionne juste sous la meurtrière de la cellule. Elle est relativement haute, environ 3,60 m, et des barreaux en acier empêchent de passer. Un homme plus léger monte sur les épaules du premier, puis un second équipé de la lime. La pyramide humaine attaque ensuite l'un des barreaux rouillés de la meurtrière. Ils font des rotations. Le barreau est très rouillé mais très épais pour la lime. Les hommes se relaient pour scier, sauf le plus costaud d'entre tous. Lui, il reste en position pendant toute l'opération. Un petit gling sonore se fait entendre. Ça y est, le barreau a cédé. Il est retenu pour ne pas tomber bruyamment sur le sol. La pyramide dans le silence se désassemble, tandis qu'allongé, souffrant, Osceola dévoile ses dents en un large sourire de fierté adressé à ses hommes. Sans perdre de temps, à l'aide d'un couteau, un des guerriers fait des entailles dans le mur afin de créer une sorte d'escalier, ou du moins des appuis-pieds, pour atteindre la meurtrière. Pendant ce temps-là, les sacs de fourrage sont vidés de leur paille, coupés en bandes et tressés ensemble pour former une corde solide. Le premier guerrier monte, la corde entre les dents.
il l'attache à un des barreaux restants et la lance de l'autre côté du mur. Non sans mal, parce que la meurtrière est étroite et le barreau coupé tranchant, 20 Séminoles vont s'échapper et descendre le long du mur de 20 mètres de haut, traverser les douves et fuir dans la forêt. Certaines sources disent que les Séminoles ont jeûné 6 jours avant cette évasion pour être certains de pouvoir se faufiler à travers la meurtrière. Et du coup, ça me fait penser un peu au rituel de la Black Drink, pratiqué avant un combat et le jeûne qui s'ensuit. Peut-être qu'ils ont pratiqué une sorte d'adaptation pour se donner du courage. En tout cas, ce soir-là, l'étincelle qui allait faire reprendre l'incendie séminole s'appelait Wildcat, neveu de Micanopy et fils de King Philip. Le lendemain matin, 30 novembre, la famille d'Osceola arrive. Ils sont une cinquantaine, épuisés et affamés, avec 2 poneys maigres et fatigués. Osceola, il a 2 femmes et entre 4 et 6 enfants. Le reste est de la famille plus ou moins proche, quoi. Le 3 décembre, la délégation Cherokee rentre à Fort Marion, avec les leaders séminoles prêts à parlementer. Jesup est enragé, sa gloire est ternie par ses actions de guerre et l'évasion récente de 20 Séminoles, dont le charismatique chef de guerre Wildcat, n'arrange pas son humeur. Il reçoit néanmoins en entrevue The Cloud, Micanopy et John Ross. Micanopy explique que les tribus sont éclatées et dispersées de façon anarchique dans toute la Floride et qu'il faudra plus de temps pour les rassembler et ensuite espérer les déporter à l'ouest. Le général Jesup, il n'écoute qu'à peine, il rejette tout en bloc. C'est moi le plus fort, vous êtes vaincus. Oh, non, comment oses-tu? Vos conditions sont non recevables. Envoyez des messagers, dans 10 jours, tous les Séminoles doivent quitter la Floride. Sous le regard choqué du Cherokee John Ross, le général fait enfermer l'ensemble de la troupe de Micanopy et The Cloud. Il viole une fois encore les pourparlers. Puis sur un coup de tête, il décide que Fort Marion n'est pas sûr et fait embarquer Osceola, King Philip, The Cloud, Kawajo, Micanopy, 116 guerriers indiens et environ 80 femmes et enfants sur le US Point 7, direction Fort Moultrie en Caroline du Sud. Mais ça se passera pas comme ça, l'espoir est en marche ou plutôt en course. Wildcat, fils de King Philip, et John Horse, pas John Ross, le Cherokee. Horse, c'est un ancien conseiller militaire d'Osceola et c'est un chef de groupe de Séminoles noirs. Ensemble, ils courent à travers les hammocks, les marais, les cyprès, les pins et les plaines. Leur fuite est une occasion en or pour rallier les Séminoles et organiser la résistance contre un oppresseur sans honneur. Ils sont l'étincelle qui va rallumer la flamme du combat. Après plusieurs jours, ils rejoignent Abiaka, le chef le plus influent du sud de la Floride et aussi celui qui a pris le relais d'Osceola dans le combat contre les États-Unis. Ensemble, ils vont mettre au point une stratégie pour affronter l'armée américaine en bataille rangée. Et ils en ont grandement besoin. Le général Jesup a lancé son offensive en novembre 1837. Il veut couper l'accès à des renforts aux Séminoles en envoyant simultanément 4 colonnes pour pousser les Indiens vers le centre des Everglades, en faisant pression sur leurs réserves de nourriture et en détruisant systématiquement les caches et villages. Son objectif est clair, il veut mettre un terme à la guerre entre mars et avril 1838. Le colonel Taylor, à la tête d'une colonne de 800 soldats réguliers, 200 miliciens du Missouri montés et un détachement de 70 Indiens de la Ware éclaireurs, descend le long de la rivière Kissimmee. En chemin, Taylor y rencontre Jumper, le plus puissant des chefs Alachua et 63 de ses guerriers. Jumper, je ne sais pas si tu te souviens, il a mené l'attaque contre le Major Dade. C'était le leader de la confédération du sud des Séminoles, au même titre que Micanopy était celui du nord. L'homme est musclé et en bonne santé, malgré son âge avancé. C'est un ancien Creek ayant migré en Floride après la guerre des Séminoles, mais il est épuisé par les combats. Il se rend, sans condition, sans résistance. Il a accepté que les siens ne peuvent pas gagner contre les Américains toujours plus nombreux. Pour lui, la guerre est terminée. Il sera envoyé à l'ouest, sur le nouveau territoire indien. C'est un gros coup pour Taylor, qui déporte ainsi un leader charismatique des Séminoles. Plus qu'une victoire, c'est quand même un symbole qui est très fort. Le rapport de force commence de plus en plus à être dissuasif pour les tribus, ce qui permet à Taylor de capturer toujours son coup de feu d'autres Séminoles, avant de faire une halte près du lac Isopoga pour y construire un fort de ravitaillement, qui ressemble plus d'ailleurs à un dépôt qu'à un fort. Mais ce que ne sait pas encore Taylor, c'est que certains Séminoles capturés l'ont été de leur plein gré, pour pouvoir guider les soldats. Le colonel, il se laisse prendre au jeu, son ego satisfait de ses multiples captures faciles, qui lui donnent de précieuses informations sur les lieux de campement et surtout sur la position de son ennemi principal, Abiaka. Le jour décisif approche quand un cavalier séminole isolé croise la route des Américains pour se rendre lui aussi. Il se trouve que c'est le beau-frère de John Horse, le conseiller militaire d'Osceola. C'est une prise de choix pour Taylor puisqu'il fait partie du groupe qui s'est évadé de Fort Marion et a ridiculisé le général Jesup. Le cavalier est aussitôt interrogé, il donne la position d'Abiaka, près du lac
Okeechobee, avec 2000 hommes, femmes et enfants protégés par 200 guerriers prêts à combattre. Là encore, du point de vue de la tradition séminole, ce cavalier il donne un avantage tactique à Abiaka, en dirigeant les troupes américaines vers un lieu choisi par les Amérindiens. Taylor, il voit que du feu, hein. Pire que ça, il voit là une occasion de mettre un terme à cette guerre. Tu te rends compte, 2000 Séminoles capturés ou tués, ça mettrait un terme à cette lutte. Alors il ordonne la mise en mouvement des troupes. Vers quel bourbier se dirige encore l'armée américaine? Les Séminoles diminués, est-ce que tu penses qu'ils vont encore pouvoir faire la différence? On verra tout ça dans l'épisode 7, hein. Victoire ou défaite, ce que je te promets, c'est une bataille mémorable encore. Pense au petit pouce bleu, aux commentaires, clan et tribu, c'est l'histoire épique de petits groupes d'hommes racontée dans le détail. Donc si tu veux plus de contenu dans ce style, abonne-toi. Et pour soutenir mon travail, tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre, tu auras accès à des petites surprises et en plus ça aide la chaîne à avancer. Donc merci à toi. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao.